belle photo d'une raffinerie ou d'un robot cracker, je ne sais plus, sur l'étang de verre. Voilà. Et en fait, l'industrie de transformation, elle est consommatrice de plein d'industries lourdes. Il y a des industries lourdes absolument partout. Par exemple, la quantité de plastique, même en France, ne fait qu'augmenter avec une croissance entre 2-3% par an, bien plus ailleurs. Donc, effectivement, ce sont des industries qui sont cachées, mal perçues en France. Juste pour lancer le débat, et puis après, c'est bon? Je peux le faire comme ça. Oui. Donc, je disais, la part de l'emploi n'a cessé de baisser, et il faut savoir qu'on a un déficit du commerce extérieur de 35 milliards sur l'industrie. Je ne parle même pas du pétrole et du gaz. C'est-à-dire que en fait, oui, quand on décarbone, si c'est pour décarboner, pour importer des produits carbonés, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est absolument catastrophique. Donc nous, on s'est attaché à regarder 3 points. D'abord, est-ce qu'on peut accélérer le progrès continu? Et parfois, il est ralenti. Et en fait, l'exemple de la chimie a montré qu'on pouvait faire le progrès continu très très fort. Deuxième chose, en fait, on s'est attaché à des technologies, non pas de rupture, qui sont des trucs impensables, mais il y a dans les cartons de tout le monde, des technologies qui sont en rupture, mais déjà maîtrisées. Par exemple, l'hydrolyse, on sait le faire, sauf qu'on n'utilise pas pour faire de l'hydrogène. Et pourquoi elles ne se mettent pas en place? Donc il faut créer les conditions pour qu'elles se mettent en place. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut relocaliser et ou faire émerger des filières alternatives, s'il y a des solutions d'emploi dans notre plan, pour recréer de l'emploi? Voilà. Donc j'avais montré l'exemple de la chimie qui a su se décarboner insuffisamment, mais c'est comme alors la chimie, pour le coup, ne s'est pas désindustrialisée en France, puisque la production chimique est restée à peu près constante et a beaucoup monté en valeur. On a perdu de la chimie de base, on a gagné de la chimie de spécialité, ce qui a un petit peu amélioré les émissions de carbone, mais c'est surtout parce que vous voyez, on a éliminé un gaz subi, qui était le N2O, comme quoi on peut quand même faire de l'innovation. Après, je vous ai modifié un certain nombre de choses par rapport à ce matin, et je vous le mettais de façon un peu mieux organisée ici. Prenons l'exemple du ciment, puisque l'interlocuteur qui est là-dedans va pouvoir réagir du coup et créer le débat. Il y a du progrès continu dans le ciment, on peut en faire, en chimie, partout. On voit qu'il est insuffisant, parce qu'on arrive à faire peut-être 1%, 2%, c'est déjà pas mal. Et rang technique, les ruptures techniques, encore une fois, il ne s'agit pas de trucs stratosphériques. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on fait le train magnétique à grande échelle. Et je vous donne des exemples, mais on pourra en trouver d'autres, hein, des techniques par exemple, qui font un impact énorme. Ben, si on faisait des ciments à beaucoup bas clinker, et si on faisait des bétons à beaucoup moins ciment, peut-être même d'autres dont vous allez nous parler, ça peut changer. C'est-à-dire on peut même dire, ben, je produis autant de ciment, mais beaucoup moins carboné, puisque les 3/4 du CO2 d'un béton, c'est le ciment aujourd'hui. Mais je prends l'exemple de la chimie. Alors là, on parlait de l'hydrogène avant, il disait que ça serait bien si on avait de l'hydrogène vert pour l'aérien. Alors moi, d'un point de vue industriel, je dis halte là, puisqu'il y a 2 secteurs dans lesquels on pourrait avoir un impact, comme disent les Américains, the biggest bang for the buck. Si je dois avoir de l'hydrogène vert, les 2 endroits où on peut avoir le maximum d'impact en décarbonation, c'est les engrais, puisque pour faire de l'engrais, il faut de l'ammoniac. On peut faire de l'ammoniac autrement, avec de l'H2 vert, par électrolyse, si l'électricité est décarbonée, bien entendu. Et là, j'économise 2 tonnes de CO2, ce qui est beaucoup mieux que la tonne de CO2 que je vais éliminer en substituant le kérosène par de l'hydrogène. Et je donne un autre exemple, là, une technologie qui n'est pas encore totalement maîtrisée, je vais vous en dire un mot, parce que votre perspective dessus m'intéresserait beaucoup, c'est le carbon capture, qui est mis, alors qui n'est pas très mis en valeur. Tout le monde sait ce que c'est que le carbon capture. Il s'agit dans des industries où la quantité de CO2 qui est dégagée lors du process ou des gaz de combustion est importante, des hauts taux de concentration, de pouvoir la capturer et ensuite la réinjecter, par exemple, dans le sol, pour soit des nappes phréatiques ou des anciens réservoirs de carburant, par exemple. Il y a des projets. Alors l'ADEME, curieusement, n'est pas très optimiste en parlant de difficultés, d'acceptation sociale, etc. Mais il y a des gens sur le terrain qui sont
des gens en branle, et beaucoup plus optimistes, je ne sais pas qui a raison. Mais pour faire tout ça, il faut des politiques, c'est-à-dire que, comme je disais ce matin, moi je veux refaire les engrais verts, on peut le faire, mais il faut 10 TWh par an. Donc ça fait un Fessenheim, 3. Vous aurez le calcul de point de table. Il faut aussi une protection. C'est-à-dire que si Vicat veut faire des ciments bas carbone et met beaucoup d'argent, si le ciment turc rentre 80 € la tonne et vous, ça vous coûte 80 € la tonne, vous n'avez pas de profit, vous n'avez pas le droit de vivre, ça ne marchera pas. Et donc le problème des fuites est un sujet critique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'ouvrir aux 4 vents et se flageller, se saborder juste pour le plaisir. Ensuite, il y a des choses qui n'existent pas, qui sont du vœu pieux, et là il y a un déficit de l'État. Par exemple, dans la chimie, on pourrait remplacer une partie des résines vierges par du plastique recyclé. C'est vraiment une économie directe. C'est-à-dire, au lieu de prendre auprès du vapocracker, à 2 tonnes par tonne, je mets du plastique recyclé. Alors, en France, on est les plus mauvais. On est avant-dernier en Europe. On est à 20% de recyclage du plastique en France, de l'emballage par exemple. Dans les pays nordiques, ils sont à plus de 60%. Il n'y a pas de raison objective qu'on n'y arrive pas. Mais bon, il faut mettre en place des filières. Autre sujet, l'État a mis par exemple une RE 2020, on en parlait ce matin. Les interlocuteurs ont dit non, c'est des calculs qui sont faux. C'est vrai que c'était pour favoriser le bois. Moi, je suis, même en tant qu'enseignant-cimentier, je suis plutôt pour. Mais le fait est qu'il y a un risque que la filière bois soit incapable de s'adapter et de présenter quelque chose. Et que moi, je considère que si, par exemple, l'État laisse sortir du bois brut aux dépens des scieries françaises, en étant passif au nom du libre-échange, c'est foutu. On continuera à importer, donc on va creuser une tombe commerciale. Voilà. Donc il y a besoin vraiment d'accompagnement de l'État pour, par exemple, organiser le recyclage. Je ne sais pas s'il faut exproprier les gens dans la filière bois pour mettre en place des choses, j'en sais rien, ou réguler, interdire les exportations de bois brut, comme a fait l'Indonésie maintenant il y a 30 ans, je crois. Ils ont interdit l'exportation de bois brut, ou limité très fortement. Voilà, il y a des choses à faire. Et voilà, donc c'est un mélange de technologies et de choses à mettre en place au niveau des pouvoirs publics. Et voilà, donc je voudrais faire réagir maintenant M. Boyer. Merci pour cette présentation. Alors, d'abord, je voulais dire que j'étais, sur les ordres de grandeur qui ont été donnés, on est tout à fait en ligne. Moi, ce que je voulais, c'est peut-être, par rapport aux questions qui sont posées, c'est vous dire où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport à cet enjeu-là. Effectivement, le ciment à l'échelle de la planète, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est moins parce qu'on est plus performant, c'est 2%. C'est moins, mais c'est aussi moins parce que la consommation de ciment a baissé de 50% entre la fin des années 70 et aujourd'hui. Donc on était à plus de 30 millions de tonnes, aujourd'hui on est à 16 millions de tonnes. Voilà. Alors petite aussi une distinction entre le béton et le ciment. Le ciment, c'est la colle qu'on va mettre avec les cailloux, sable et l'eau pour faire le béton. Et donc là aussi, on va parler de ciment bas carbone, on va parler aussi de béton bas carbone, et c'est deux choses différentes, même si elles sont très liées, puisque ça a été dit, le ciment est le principal constituant le plus carboné du béton. Mais le béton en lui-même, quand on fabrique du béton, on ne rajoute pas, on ne met pas tellement plus de CO2. Alors sur le ciment, si je reprends, parce qu'il y a des mots aussi comme clinker, en fait, le ciment, qu'est-ce que c'est ? On trouve dans la nature de l'argile, du calcaire. Ça, c'est l'invention de Vicat, donc l'inventeur du ciment au XIXe siècle. Et on dose, et on cuit à haute température, on obtient le clinker, qui est le composant de base du ciment. Et ce produit, alors il y avait un autre slide qui avait été présenté ce matin, qui est juste, pour nous, les émissions de CO2 quand on fabrique du ciment, enfin du clinker, c'est 2/3 liés au procédé de décarbonation du calcaire, c'est-à-dire que c'est tout bête, quand on chauffe le calcaire, on envoie dans l'atmosphère du CO2, et 1/3, c'est lié au combustible qu'on utilise pour chauffer. Historiquement, on avait commencé par le charbon. Aujourd'hui, enfin, les choses sont en train d'évoluer, mais à la fin des années 80, on était majoritairement en coque de pétrole, charbon, aujourd'hui gaz.
Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de supprimer ces combustibles fossiles. Donc, par exemple, dans le cas de Picard en France, notre objectif, c'est que d'ici 2025, on élimine la question du CO2 lié à la cuisson du matériau. Comment on fait? Eh bien, on va substituer au charbon et au pétrole, on va utiliser des déchets et de la biomasse. Voilà, ça c'est la partie combustion. Et sur la partie procédé, on vous a parlé de carbone capture et carbone storage, ou carbone reuse aussi. Et notre idée aujourd'hui, c'est donc on a un projet, par exemple, je vais vous donner quelques grandes lignes sur ce projet qui est sur la cimenterie, donc on a communiqué dans la presse récemment. C'est un projet donc, sur la cimenterie de Montalieu, donc qui est pas loin, à 30 km d'ici. Globalement, on va mettre en place, on a créé une société avec une technologie qui a été développée, le CEA, pour faire de l'électrolyse haute température. Donc on va utiliser la chaleur produite par le four, qui est aujourd'hui envoyé aux petits oiseaux, pour produire de l'énergie, et à partir du moment où on le fait dans un contexte de température, on améliore le rendement de ce procédé d'électrolyse de 60%. Donc c'est moins d'énergie nécessaire pour faire l'électrolyse. À partir du moment où on fait l'électrolyse, on va avoir de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène, on va la réinjecter dans le four, et ça va permettre une meilleure capture du CO2 en sortie de cheminée. Donc on capture le CO2 en sortie de cheminée. De l'autre côté, on a l'hydrogène. Alors si l'hydrogène, il pourra être utilisé pour des bus, des camions. Et par exemple, on a aujourd'hui, mais les technologies, parce qu'il y a tout le débat aujourd'hui, on parlait des motorisations. Aujourd'hui, on a en précommande des camions, des tracteurs à hydrogène. Mais c'est pour dans 3-4 ans. C'est-à-dire que les technos aujourd'hui, on trouve des véhicules sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, on teste du véhicule léger ou de la petite camionnette à hydrogène. Ça existe. Mais par exemple, sur le poids lourd, on n'y est pas encore. Donc là, on pourra utiliser ça pour des hydrogènes pour ça. Et sinon, l'idée, c'est le projet, on s'est associé avec EDF, qui est une filiale Novis sur la partie hydrogène. Donc l'idée, c'est de recombiner l'hydrogène avec le CO2 pour faire du méthanol, un méthanol décarboné. Et il faut savoir que le méthanol, c'est un combustible utilisé notamment dans tout ce qui ça peut être l'aérien, ça peut être le fluvial ou le maritime. Et il faut savoir que la France consomme 1 million de tonnes de méthanol par an et que ce méthanol est à 100% importé. Et sur le projet qu'on a présenté, donc là, il faut reconnaître que et sur lequel on veut avancer, c'est qu'on serait en capacité, alors je dis c'est à horizon 2030, hein, mais de produire 200 000 tonnes de méthanol. Donc ça permet de couvrir ça permet une partie des besoins de l'industrie française. Donc ça c'est la partie CO2, piégeage du CO2 et réutilisation. Pour y arriver, il faut de l'énergie. Donc on revient toujours à la question de l'énergie, et une énergie décarbonée. Et puis après, il y a on remet en cause un peu toutes les chaînes de valeur aujourd'hui. Donc ça c'est aussi, ça a été dit, hein, c'est des enjeux forts. Donc l'idée c'est de faire un ciment bas carbone, là, zéro CO2. Mais sans attendre ce procédé, on a depuis un an mis sur le marché un ciment bas carbone, donc là où on abaisse l'empreinte carbone du ciment par rapport à un ciment traditionnel de 30%. Et ce ciment bas carbone, où est-ce qu'on le fabrique? En France, on le fabrique en France, dans l'Allier, sur notre usine de Créchy. Et c'est-à-dire qu'on va mettre moins de clinker dans le ciment, et on va prendre d'autres ajouts qui vont bien se marier avec cette petite base de clinker pour abaisser l'empreinte carbone du ciment produit. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un produit naturel qui est de la pouzzolane, c'est ce que les volcans produisent. Donc on récupère la pouzzolane naturelle et on la mélange avec ce clinker produit et on a ce qu'on appelle un ciment bas carbone qui est aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est pas de la théorie, c'est pratique. À l'occasion du plan de relance, il y a un deuxième projet donc, qui avance très vite, ça. C'est-à-dire que la ressource en pouzzolane naturelle étant limitée en France, ça ne permettra pas de couvrir tous les besoins du marché, on s'intéresse
à une pouzzolane entre guillemets artificielle, c'est-à-dire qu'on va chauffer de l'argile, et là on va aussi avoir une empreinte carbone de 30 à 40% en fonction des usages plus basses. Et ça c'est un projet qui est parti et qui va se faire dans l'Est, sur la cimenterie au sud de Nancy. Et ce projet, alors là c'est aussi quelque chose, on parlait des financements, il faut savoir qu'on a eu une aide, ce matin tu l'as dit, sur la partie financement, il faut savoir que toutes ces transformations sont très capitalistiques. Donc la question c'est comment on finance ça? Alors voilà, on n'a pas non plus des financements, les moyens, donc il faut lever les fonds. Et là, les aides de l'État, notamment de l'ADEME, ont été très précieuses pour financer ce projet. Et on voit que quand l'État a mis un ticket, il a mis un ticket de plus de 100 millions sur ce projet, et il y a un effet d'entraînement sur nos concurrents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on annonce qu'on va sortir un produit bas carbone performant, les autres commencent à regarder. Donc il y a un effet, au-delà de la somme que l'État met sur un projet, c'est l'effet de levier que ça peut avoir sur l'ensemble des acteurs, qui est intéressant. Et c'est à cette échelle qu'il faut regarder. Je continue sur les solutions bas carbone. Là, je parlais du ciment. L'autre usage, c'est le béton. Donc le béton, il y a deux axes de travail. Donc le ciment, là aussi, maintenant, on trouve des bétons bas carbone. Mais il y a deux autres axes de travail. C'est un, utiliser moins de matière. C'est-à-dire que là aussi, on est conscient que la matière est limitée sur la planète. Donc pour le même usage, on aura moins de béton. Comment est-ce qu'on y arrive? En fait, c'est par le design des pièces en béton. C'est-à-dire que traditionnellement, on coulait un béton, on remplissait, voilà, point, terminé. Demain, ça sera avec notamment ce que va permettre l'impression 3D, on va pouvoir travailler sur les formes et arriver à la performance équivalente, mais avec beaucoup moins de matériaux. Ça, c'est une première piste. Et là, on vient de démarrer près de Reims un programme de construction de maisons individuelles avec de l'impression 3D béton, donc qui ont cet avantage d'utiliser moins de matériaux. La deuxième piste aujourd'hui sur le béton, alors on est sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va recycler du béton pour refaire du béton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a pas mal de friches et de vieilles constructions. Alors aujourd'hui ces matériaux sont utilisés en sous-couche routière, mais on réfléchit à une utilisation en fait pour faire un granulat recyclé qui est du matériau déconstructeur. Ça va être très simple comme ça, mais il faut quand même que le béton tienne, et donc il y a des études, et aujourd'hui il y a un programme national qui s'appelle Recibéton, programme de recherche, et qui aboutit justement à des performances extrêmement intéressantes sur le recyclage. Et il faut savoir que tous ces produits, par exemple ici du recyclage, c'est plus cher que le produit de base. Donc là aussi, derrière, il va y avoir une question de l'acceptabilité sociale des produits bas carbone qu'on est en train de mettre sur le marché. C'est vrai pour le ciment bas carbone, c'est vrai pour le béton bas carbone. Alors on voit qu'aujourd'hui, ça c'est les structures de marché, mais on en parlait tout à l'heure, dans une maison, que le ciment soit facturé 100 euros ou 150 euros ou 300 euros, c'est pas ça qui va faire la différence. L'impact sur la construction, le prix d'une maison, c'est 2 000 euros, 3 000 euros, on n'est pas à l'échelle. Cela étant, notre client, lui, il va nous dire, bah oui, mais c'est une hausse, si vous doublez la valeur du ciment ou du béton, on n'est pas d'accord. Voilà, donc on a une question aujourd'hui de comment les prix qui montent dans la construction, et c'était le débat sur le bois. Le bois, on me parlait dans le ministère industriel des hausses entre 20 et 40% facturées aux clients, parce qu'il y a une tension sur le prix du bois. Donc comment on répercute ça sur la construction? Et puis après, il faut que le client final soit en mesure quand même de payer sa maison, sa construction, son appartement. Donc là, il va y avoir une redistribution dans la chaîne de valeur entre les acteurs. Mais il faut qu'au résultat, le produit, donc les personnes qui sont les plus modestes n'auront pas forcément les moyens de se payer un logement s'il a pris 20 ou 30% sur le coût de la construction. Donc ça, ce sont des sujets plus politiques, plus macro, mais qu'il faut qu'on aborde aussi. Alors, il y a ça que je vais vous montrer, mais je ne pourrais pas vous montrer. Et ce qui est assez... C'est bon là? C'est du charbon, ça marche. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Comme quoi, tu n'es pas parlé d'énergie, on s'arrête. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... On voit en fait que beaucoup de sociétés comme la vôtre, et dans l'industrie, ont
depuis longtemps, des choses dans les cartons, mais ne les sortent pas. Parce que c'est compliqué, parce que le marché ne va pas l'accepter. Et c'est vrai que je peux témoigner, parce que je les ai eu aussi en client. Les bétonniers, par exemple, qui achètent votre ciment, c'est des gens qui comptent au centime. Donc même si vous arrivez en disant, écoute, j'ai un super ciment, mais qui est décarboné, qui vaut 30 € de plus, ils vont vous dire, bah, écoute, t'es gentil, mais moi, je vais me profiler de pub, j'ai pas de contraintes. Moi, à titre personnel, c'est génial, mais je m'en fous, en fait, en tant que manager, je suis schizophrène. Et en fait, il y a une chose qui est importante, c'est que souvent les incitations financières, en fait, ne marchent pas. La taxe carbone, où vous avez eu des quotas CO2, comme j'ai dit, il y a eu un effet pervers, puisque même beaucoup de cimentiers, sauf Vicat d'ailleurs, il faut le dire, ont eu des quotas CO2 excédentaires, les ont vendus et ont fait beaucoup de cash avec ça. Alors, pour qu'il y en ait qui les vendent, il faut qu'il y en ait qui ont besoin de les acheter aussi. Donc, ceux qui les ont achetés, c'est par exemple la sidérurgie, qui a acheté beaucoup de quotas parce qu'ils étaient sous-dimensionnés. Mais toujours est-il qu'il faut qu'il y ait un déclencheur. Et par exemple, la feuille de route de l'industrie cimentière française, il y en a une qui était sortie il y a 1 an, et tout d'un coup, il y a la RE 2020 qui est officiellement annoncée, et clac, tout d'un coup, l'industrie cimentière annonce un plan beaucoup plus ambitieux. À 9 mois d'écart, c'est assez extraordinaire. Les investissements qui devaient être faits sur 15 ans, hop, ils sont faits sur, je caricature un peu, mais ils sont faits sur 5 ans, et finalement, vous avez déjà, vous faites dès 2030 beaucoup plus de progrès, il y a plus de progrès à 2030, et puis tout se passait un peu entre 2030 et 2050, et tout d'un coup, la profession, en fait, est capable de faire beaucoup plus. En fait, ça les encourage à sortir. Et comme j'ai dit, cette norme, alors, quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a des calculs qui sont faux, qui favorisent le bois, je vais remonter là-dessus, mais l'important, c'est, moi, le point que je veux faire, c'est que la norme est plus importante que les problèmes financiers, parce qu'elle oblige à un usage. Alors, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien. Vous allez voir, j'espère que ça va être clair pour vous. L'impact d'une norme sur une profession, c'est absolument extraordinaire. Alors, on l'avait vu sur les HFC, sur les CFC, pardon. Mais si on regarde, voilà, c'est là. Donc, si je recommence, vous voyez là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vous voyez, à gauche, c'est la norme. Vous voyez ce qu'il faut pour construire une maison, ça c'est la quantité de CO2 par mètre carré quand on la construit, en gros, avec tout le cycle de vie des matériaux. Aujourd'hui, en gros, souvent les maisons, ça va être autour de 700 kg de CO2 par mètre carré, parce qu'il faut compter les fondations, la structure, les tuyaux, le carrelage, la toiture, il y a tout qui est compté. Le bâtiment collectif, c'est un peu plus, le tertiaire, c'est pire. Pourquoi? Parce que le tertiaire a beaucoup plus de lots techniques. Les lots techniques, c'est la climatisation notamment. Et pas la consommation, hein. Les réseaux de climatisation qu'il faut mettre en œuvre, les gaz de climatisation qu'il a fallu fabriquer pour les mettre. Et tout d'un coup, la norme dit, alors là j'ai mis les niveaux à 2031, il va falloir être à 400 et quelques en individuel, et je crois que c'est autour de 500 pour le collectif. Et là, en fait, ça ne dit pas que les bétonniers doivent décarboner le béton. En fait, c'est un jeu ouvert. Mais tous les membres de tous ces blocs, vous voyez, alors c'est peu lisible, je suis désolé, c'est parce que VRD, c'est en fait tout ce qui est autour de la maison pour accéder à l'adduction d'eau, la clôture, les fosses septiques, etc. Vous avez le gros œuvre, alors là c'est les fondations, là on du béton, on en a besoin dans les fondations de toute façon pour faire les cadres, etc. Encore plus en bâtiment collectif. Et puis ensuite, vous avez le second œuvre, il va falloir mettre les tuyaux, l'électricité, etc. Puis après, vous avez les lots techniques, chauffage, machin, et ensuite les liquides fluorigènes. Et en fait, tous les composants vont devoir donner à l'architecte et au développeur leur comptabilité carbone qui va être faite à côté. Il dit maintenant, démerdez-vous, il faut que vous ayez, c'est pas que mon logement sera classé ABCD, c'est qu'il faut être là. Alors évidemment, pourquoi les bétonniers sont inquiets? Parce que, on voit que, parce qu'en fait, on se dit, oulala, les autres lots c'est compliqué, il y a pas de matériaux, là il y a un gros là, qui est bleu-clair ici, puis le ciment, c'est très carboné, il suffit de mettre du bois, puis ça va marcher en fait. Et alors, ce qui s'est passé, vous avez à droite les solutions. Alors vous avez les solutions, si je fais du béton structure aujourd'hui, j'apporte déjà, alors c'est pas la même maison, donc c'est d'autres calculs, mais ça me donne des ordres de grandeur. Ah bah tout d'un coup, oui, je fais du béton structurel, j'apporte quasiment 200 kg de CO2 par mètre carré. Effectivement, c'est pas génial. Alors là, c'était avant les fameux calculs d'ACV dynamique.
qui fait que le bois va devenir négatif, et vous avez sur la droite. C'est des dynamiques simplifiées. Oui, ah oui, vous avez raison. C'est une dynamique simplifiée qui est contestée par certains de financiers. Et c'est vrai que les matières à contestation, je l'avoue humblement, même si la RE m'arrange bien pour décarboner, parce que sinon c'est plus difficile, et ben, avec la structure bois, en fait, j'arrivais à 80. Alors c'est vrai que maintenant, on arrive plutôt à moins 200, si vous disiez moins 250. Oui, peut-être pour situer le débat sur la question de la RE 2020. La question de la RE 2020, aujourd'hui, alors c'est un peu technique, mais globalement, aujourd'hui, dans la réglementation, enfin dans ce qui s'applique si vous faites construire votre maison, dans les modes de calcul, le bois est à 100 kg de CO2 au mètre cube, le béton est à 200 kg. Il y a une évolution de la norme européenne qui a repris un certain nombre d'entrants qui n'étaient pas pris en compte sur le bois, qui le faisait passer de 100 à 180. Ça, c'est les modes de calcul au niveau normalisation européenne. Et là, avec la RE 2020, ce sur quoi les cimentiers ne sont pas d'accord, c'est de dire le gouvernement a retenu, donc il ne modifie pas le poids du béton, ça reste pareil. Par contre, il a dit il faut encourager le bois, et donc sans données scientifiques, sans données, il dit on passe de 100 kg aujourd'hui dans les calculs d'ACV normalisés à moins 250. Et ça ne repose pas sur une base de calcul scientifique, et c'est ça qu'on conteste. Et ça, c'est la première chose qu'on conteste, donc c'est une distorsion en fait, de concurrence qui repose sur une base, nous l'ont dit, c'est politique. Et la deuxième chose qu'on conteste, c'est que le problème, c'est un problème de la demande. Donc à partir du moment où on fait une évolution de la réglementation qui va encourager la demande, on règle le problème. Alors que nous, on dit non, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil industriel du bois n'est pas capable de fournir la demande. On importe aujourd'hui, on a un déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire que c'est des bois importés, on est à hauteur de 7,5 milliards. Donc notre position, c'est de dire qu'il faut aider plutôt l'outil industriel du bois à se développer pour répondre déjà à la demande qui existe. Parce que là, on va créer encore une demande accentuée sur le bois qui est déjà en tension, et on ne règle pas le problème de la production. Et c'est ce qui a été dit, ce que tu disais, les grumes partent en Chine, et ça nous revient, le meuble, voilà, ça nous revient fabriqué, mais il y a le poids carbone de l'aller-retour, et en plus, ça va créer d'emplois en France. Donc on est perdant de tous les côtés. Donc ça, c'est ça qui est contesté sur la partie RE20. Alors effectivement, ce que tu dis, on peut être d'accord avec cette analyse du cycle de vie. Et d'ailleurs, dans le rapport du CHIP qui va sortir, de façon un peu jésuitique, je dois dire, j'ai considéré que le bois ne méritait pas d'être à moins 250, et donc je l'ai compté à 0, en disant qu'il ne mérite. C'est comme ça qu'il devrait être considéré. Voilà. Néanmoins, ce qui est important, c'est que cette norme, même si on peut contester, elle est d'abord unique au monde, on peut en être fier. C'est courageux parce qu'il y avait quand même beaucoup de ceux qui étaient contre au niveau des calculs, etc. Et qu'en fait, moi je dis, j'ai passé 10 ans dans le ciment au début de ma carrière, que ça va booster l'innovation dans le ciment et le béton comme ça n'est jamais arrivé dans les 20 dernières années. Et l'innovation, c'est différent de l'invention. Parce que les inventions, elles étaient déjà dans le laboratoire, ceux de Lafarge, etc. Mais l'innovation, c'est quand ça rentre sur le terrain. Et souvent, quand on investit 1 en R&D, il faut 10 pour que ça se passe en réalité à un niveau industriel. Parce que je suis d'accord avec toi, ça demande beaucoup de capex. C'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de dire que ce que des normes, ce que des menaces d'imposition financière n'ont pas réussi à faire, les fameux quotas ETS, etc. Donc je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais la norme est l'outil le plus évident pour que les gens se bougent. Et je vous donne un exemple à quelque chose qui est consommateur de CO2, et dans lequel les gens sont très agiles, et il y a peu de boîtes françaises, c'est par exemple le carrelage. Vous trouvez partout dans cette salle de bain. C'est une industrie du feu, et les gens en fait s'en foutaient quand il n'y avait pas de contraintes sur le CO2. Les professionnels du carrelage déclaraient à l'ADEME, oui, pour le carrelage, en gros, ça va coûter en CO2 X, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais X kilos de CO2 par mètre carré. Et tout d'un coup, maintenant que la CRE 2020, tous les fabricants font des efforts, déjà pour différencier leur offre par rapport aux autres, et notamment des fabricants italiens sont en train de dire, ah ben moi, ma gamme, je sais pas quoi, Tarantino, elle n'est pas dans la moyenne. Je fais un carrelage qui est un peu plus décarboné, je suis à X moins 30%, et c'est vrai que dans cette norme, le gars qui vient avec un carrelage à X moins 30%, il va peut-être déjà faire gagner
Enfin, ils ne font pas gagner autant que 200. Mais ils peuvent faire gagner peut-être 5, et 5 fois 5 fois 5, ça fait beaucoup, ce qui permettra aux constructeurs de dire bah, je vais arriver à faire ça. Donc la norme, voilà. Et nous au Shift, on propose d'autres normes. Alors, je vous donne un exemple qui est dans autre chose. Alors je vais prendre une norme ciment. Moi je dis par exemple que dans les appels d'offres publics aujourd'hui, sur les travaux de génie civil pour faire un pont, je sais pas quoi, il n'y a pas de critères vraiment sur le CO2 aujourd'hui. Moi je ne dis pas qu'il faut mettre une norme en disant le béton doit être à plus de tant de CO2, mais on pourrait dire, dans les critères d'appel d'offres publics, on pourrait dire on met un critère, en plus du prix, c'est très régulier les appels d'offres publics, hein. C'est des critères identifiés, on peut mettre un prix aux zones en dehors du prix, de la compétence technique, des livraisons, il peut y avoir un critère, combien le chantier a généré de CO2 par les matériaux, ça ne coûte rien et ça permettrait une saine concurrence. Ça c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple qui est dans la chimie. Aujourd'hui, on sait que tous les agriculteurs tiennent une comptabilité ultra précise des intrants qu'ils mettent. Ils sont obligés, dès qu'ils font un spray d'un insecticide, ils sont obligés de noter l'heure, la météo, la date, le produit considéré, combien ils en ont mis. C'est incroyable. En fait, il ne manque pas grand-chose. Il manque juste une colonne qui serait, on connaît cet intrant, on sait combien il représente en poids de CO2, parce que c'est des grands chimistes qui sauront calculer la limite du cycle de vie de leur insecticide, il y a zéro problème. Et avant d'imposer une limite, on pourrait déjà suivre ce paramètre, et ça rendrait d'ailleurs les agriculteurs hyper fiers, parce qu'il y a des solutions qui vont sortir. Moi, je ne dis pas qu'on mettre une limite, je dis qu'on peut faire une comptabilité carbone super simple, et les agriculteurs se rendront compte et pourront même comparer deux insecticides, ou même se dire, tiens, cette solution de biocontrôle, je que je connais une boîte qui fait des solutions en base de phéromones, qui remplace les insecticides, qui en plus est beaucoup plus moins chargé en CO2. Voilà. C'est un truc très simple. Les agriculteurs peuvent être, ils entretiennent les paysages, ils entretiennent les terres. C'est une mesure qui ne coûte rien et qui est ultra facile. Autre point, comme j'avais dit, pour le recyclage qui est nul. Mais on pourrait prendre un autre exemple. Hein. Le plastique est utilisé aussi en construction, et l'offre plastique va être quelqu'un qui viendra aujourd'hui avec des tuyaux plastiques, avec plus de recyclage et moins carboné, pourra gagner des parts de marché sur un appel d'offres avec un mouillé. C'est pour ça que cette norme est hyper importante. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des gens qui pourraient en bénéficier s'ils faisaient leur analyse de cycle de vie sérieusement. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'esprit marketing. Par exemple, certains producteurs d'acier, j'ai regardé l'autre jour encore, avant de venir, dans la base Ignace de l'ADEME, où les fameux carreurs italiens, ils ont déjà mis tous leurs produits innovants, plus bas carbone. L'acier, toujours tranquillou, la fiche générique de l'industrie, pas optimisée. Et en fait, on sait, moi je sais déjà qu'ils sont plus bas que ce qu'ils ont mis dans la fiche. Parce que c'est une fiche générique qui couvre un peu tous les cas les plus mauvais, en fait. Voilà. Moi, je suis déjà patron marketing de ArcelorMittal. Je suis sûr que j'ai dans ma gamme quelques produits qui sont plus bas que ça. Ils pourraient le faire. Donc ça va réveiller, et moi je considère que toutes ces contraintes, en fait, vont donner, je pense, une raison d'être aux industriels qui, honnêtement, je pense que avant d'entrer au marketing d'un cimentier, je sais, j'y étais pas toujours balayé dans l'ingénierie que marketing. Là, je pense qu'on peut attirer des talents sur des sujets qui sont très difficiles, mais absolument passionnants. Et moi, j'ai voyagé dans le monde entier. Si la filière béton-ciment se décarbone, puis la chimie française se décarbone, et parce qu'on a de l'électricité qui est potentiellement décarbonée, elle peut devenir en pointe. Moi, je pense que la filière matériaux française peut devenir assez en pointe et devenir un laboratoire mondial. Nulle part. L'aéro 2020, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Il n'y en a aucun. Donc, est-ce que cette contrainte rend votre métier foncièrement plus intéressant ? Alors, peut-être une précision aussi, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, la France est en avance sur tous ces procédés. L'Europe, d'une certaine façon, est en avance sur la décarbonation de ses activités industrielles. Ce que je vous ai raconté là, sur ce qu'on allait faire à Montalieu, il y a des projets aussi en Allemagne avec des cimentiers allemands. Donc l'Europe est en avance, mais il faut savoir que l'Europe pèse par rapport au marché mondial, on est plutôt en décroissance, le marché mondial le marché européen du ciment, alors que dans les pays émergents,
le marché, les besoins explosent. En fait, c'est lié à la démographie. On a une filiale au Sénégal. Je peux vous dire que si la récolte a été bonne, les agriculteurs ils pensent qu'une chose, c'est à construire en béton et c'est abandonner l'architecture traditionnelle en terre. Alors qu'au même moment ici, nous en Orisère, on pousse la construction, on fait la promotion de la construction en pisé. Voilà, donc ça c'est sûr. Par rapport à la remarque sur l'intérêt aujourd'hui de travailler dans l'industrie, ben, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'ingénieurs parce que les solutions techniques, elles sont encore en devenir. C'est vrai sur les procédés, il y a encore énormément de choses à faire. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, un ingénieur et les jeunes ingénieurs qui rentrent chez nous aujourd'hui, ils se font plutôt plaisir parce que on sent que sur les procédés, alors il y a les procédés industriels qui sont en train d'évoluer, les questions d'énergie, enfin on touche à beaucoup de secteurs. Il y a la montée en puissance de tous ces outils aussi du numérique qui vont être appliqués à l'industrie, plus les questions de la logistique. Et puis nous, il faut savoir qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne de valeur construction. Et que derrière, ce qu'on va mettre en avant, c'est une réflexion sur quelle construction on veut faire dans le futur. Où est-ce qu'on veut construire, comment on va reconstruire la ville, comment on va la recycler. Donc il y a aujourd'hui un champ des possibles dans ces métiers qui est assez extraordinaire. Et on voit bien que dans les plus derniers projets, le gouvernement met de l'argent sur la réutilisation des friches, traitement des friches, leur réutilisation, dépollution, et qu'aujourd'hui, l'idée c'est que le déchet en tant que tel, quand il est utilisé comme combustible, il a une empreinte carbone qui est zéro. C'est parce qu'en fait, on va substituer, avant ça partait dans les incinérateurs, voilà, c'était brûlé, alors que là, ça va être valorisé. Il faut qu'on réfléchisse ensemble en amont pour voir quels sont les déchets qu'on va pouvoir valoriser dans des procédés industriels, et du coup, vous aurez moins besoin d'investir. N'investissez pas sur des capacités d'incinérateurs trop importantes, puisque nous, on saura les traiter en amont. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une réglementation aussi qui va interdire l'enfouissement des déchets. Vous savez, il y a un moment, il y en enfouissait. Et donc là aussi, c'est qu'on soit associé pour voir comment on peut éliminer ces déchets. Et quand je vous parlais de déchets sur la partie énergétique, ça nous permettra de moins prélever sur les carrières. Cela dit, moi je me suis posé la question quand j'ai écrit vos plans en me disant est-ce que ce calcul est juste ou pas? Donc je l'ai signalé en disant on pourrait avoir un autre point de vue sur le calcul. Il y a d'autres sujets comme ça qui sont compliqués. Par exemple, dans les ciments, j'ai un exemple, on met du laitier, qui est super, c'est un sous-produit de la sidérurgie, par exemple la Fos-sur-Mer, on le droit, avant c'était un déchet, on laissait s'empiler. Maintenant on le compte, sauf qu'il est compté deux fois, puisque les sidérurgistes s'en prévalent en disant bah, le procédé de la fabrication de l'acier, il met X de carbone, enfin 2 tonnes, c'est la coulée continue de tonnes, mais j'ai un petit facteur négatif qui est que je valorise du laitier qui. Voilà, ça vient, puis les cimentiers disent ah mais moi j'utilise du laitier pour que ça réduit mon contenu en carbone. Et c'est vrai que c'est mieux d'utiliser du laitier que de fabriquer du clinker, et il a un potentiel hydraulique. Peut-être qu'à un moment, les sidérurgistes et les cimentiers devront se dire bah, je sais pas comment vous allez faire d'ailleurs. Je sais pas comment vous allez faire. C'est pas évident. Oui, un élément en fait, effectivement, le laitier était conçu comme un déchet, donc pas d'empreinte carbone. Mais la réglementation européenne a évolué, maintenant, il est sorti du statut de déchet. Donc il va lui falloir qu'on lui affecte une partie du carbone qui aujourd'hui était initialement mis sur les métaux, enfin la partie acier. Donc là, ça va effectivement, c'est un produit qu'on va valoriser dans l'industrie cimentière, mais demain, il va avoir un poids carbone qu'il faut qu'on lui affecte. C'est pour ça que il ne faut pas dire que le laitier, enfin un ciment laitier, est un produit bas carbone, parce que c'est physiquement faux. Ces points sont techniquement hyper importants. Mais c'était, je veux dire, un poids carbone zéro qui était administratif, en fait, qui était une question de norme comptable. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges très pratiques. Moi, j'aurais une question. Vous évoquez beaucoup de technologies décarbonantes, CCS, hydrogène, etc. La question que j'aurais, est-ce qu'aujourd'hui les choix technologiques qui devraient permettre cette décarbonation sont clairs et bien arrêtés, ou est-ce qu'il y aurait des incertitudes,
des paris technologiques un petit peu à faire au niveau de l'industrie. Est-ce que c'est clair vers quelle technologie il faut aller et c'est plus une question de temps et de déclenchement du marché, ou est-ce qu'il y a des vraies questions sur est-ce qu'on va plutôt sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, au niveau des industries? Alors aujourd'hui, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, pour nous c'est clair parce que c'est plusieurs centaines de millions d'euros qu'on va investir sur ces technologies. Alors ça ne veut pas dire que peut-être que dans les 5 ans qui viennent, il y a d'autres technologies qui vont émerger et qui vont dire que voilà. Et aujourd'hui, ça nous paraît clair. En fait, l'axe de production d'hydrogène, ça c'est un truc qui nous paraît clair. De faire des ciments bas carbone à partir d'argile, on en fait déjà au Brésil, donc on sait que ça marche. Donc c'est que de l'investissement industriel, là, voilà. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, sur l'usage des bétons et le recyclage, on pense aussi que c'est une voie qui nous paraît... Alors il y aura peut-être des choses qui vont se rajouter, mais je pense que en tous les cas, les axes sur lesquels on est parti, on est dans la bonne voie. C'est une super question parce qu'en fait, on risque de bâtir un plan qui bâtit sur du prospectif totalement délirant. Donc nous, au Shift, on a fait un choix là, qui est de prendre uniquement des choses qui sont dans les cartons, parce que moi je suis industriel, donc je sais que quand on investit 1 en recherche, il faut 10 en développement, il faut même parfois 100 en commercialisation, et surtout dans le domaine de l'industrie. Alors par exemple des matériaux, pour que vous avez tous envie qu'une maison soit avec une garantie décennale et qu'elle ne s'écoule pas, qu'elle soit garantie. Donc il y a toujours un conservatisme assez normal. On n'a pas envie que des ponts soient bâtis n'importe comment. Donc il faut beaucoup de temps. Donc des trucs qui sont ces points sur la comète, on ne les a pas pris. Mais en fait, quand on regarde dans les industries, les gens ont depuis longtemps dans leur labo des choses qui peuvent marcher. Donc c'est pour ça que moi j'ai appelé ça rendre possible les ruptures techniques. J'ai pas dit d'inventer des nouvelles ruptures. Donc moi dans le plan, que ce soit sur la chimie ou le ciment, je n'ai pris que des choses qui sont connues. Alors qu'il faudra peut-être pousser. Par exemple, moi je pense que, mais on peut être d'accord, parce que j'ai dirigeant d'un fabricant d'adjuvants pour béton, qu'on pourrait faire des bétons et des nouvelles générations d'adjuvants en baissant encore plus les quantités de ciment, quitte à ce qu'ils soient beaucoup plus chers. On peut dire qu'on peut mettre plus de ciment, on peut avoir des débats, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui existent. Mais donc, dans le plan ici, c'est que des choses qui sont à la banque, qu'il s'agit d'amener au marché. Mais pour l'amener au marché, il faut le rendre possible. Alors, et c'est ce que je dis, pour rendre possible les ruptures techniques, non, c'était les axes pour décarboner, je vais aller vers ce qui est nécessaire. Alors, il y a quelque chose que j'ai mis dans ça. J'ai mis 3 points. Alors, comment décarboner sans se saborder? Alors, il faut des normes performantielles, comme on l'a dit, qui ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais ce qu'ils doivent atteindre. Ce n'est pas la même chose. Enfin, par exemple, sur l'histoire de la construction, Sarkozy avait dit « Je mets une norme, je veux 8% de bois partout dans la construction ». Donc, en dehors du fait qu'il s'est fait retoquer, je crois que c'est le Conseil d'État que vous avez réussi à... Le Conseil constitutionnel, vous avez même réussi à faire sauter l'arrêté. Il était complètement con. Même si on aime le bois, c'était surréaliste. Alors que dire « Je veux baisser la quantité de carbone par mètre carré », vous vous démerdez, c'est beaucoup plus smart. Ça fait moins de planification soviétique, mais c'est une impulsion super forte. Nous, on en propose d'autres. Par exemple, je vous ai dit la comptabilité carbone agricole. Voilà. On pourrait dire aussi la mise en place d'une chaîne de recyclage. C'est pas normal que les municipalités ou les géants du plastique continuent. On a inventé par exemple des filières qui fait que les fabricants de matelas en France ont dû mettre en place un éco-organisme qui récupère les matelas, pas qu'ils soient dans la nature. C'était super efficace. On leur a fait payer un truc, ils ont une contribution, je ne sais pas si vous connaissez le concept de contribution volontaire obligatoire. Il y a que l'administration pour me sortir un truc pareil. Mais c'est le ministère qui dit bon, on va passer un décret où l'industrie du matelas aura l'obligation de mettre en place une filière. Et on prélèvera régulièrement, on va dans les déchetteries, on fait des prélèvements et on voit quels sont les matelas qui ont été récupérés et ils ont mis en place une filière, ça marche. Donc, mais il faut le rendre possible. Alors pour le rendre possible, il faut faire la norme, mais il faut aussi protéger. C'est-à-dire que moi je considère, si on ne veut pas se saborder industriellement et que les emplois partent ailleurs, ou même on se devienne totalement, on s'appauvrisse. On a vu tout à l'heure dans la présentation qui était passionnante sur la Big Review, quand même que les gens disaient, mais moi je veux bien, mais je ne veux pas perdre mon niveau de vie. Alors,
souvent Jean-Marc dit que ce ne sera pas possible dans la croissance et le truc, ce qui est vrai, mais déjà pour amortir le choc, déjà maintenant les emplois. Et pour maintenir les emplois, c'est de dire bah, je mets des normes, mais je protège aussi les gens qui font l'effort d'eux. Et notamment, la communauté européenne, Dieu sait chez les Athlétiques, vient de proposer un plan dans le cadre de son fameux Fit for 55. Il y a une sous-partie qui n'est pas très connue parce qu'elle n'est pas très sexy, qui est de dire on mettra en place le CBAM, qui veut dire Carbon Border Adjustment Mechanism, qui n'est pas du tout adopté encore. Hein. Je crois que ça va être une bataille. Les industriels comme Vika vont tous réfléchir, mais le principe que je trouve assez fair est de dire oui, on va mettre une taxe carbone à l'entrée, ce qui va demander du temps, parce que ça on a dit gigoter, les Chinois vont dire pour vos questions, c'est pas faire, c'est des Américains non plus. Mais en face, on supprime les quotas carbone gratuits qui sont alloués aux industries. Après, il faut voir dans quelle vitesse il y en a un qui se met en place, comment on taxe les autres. Mais ça permet de dire, ben oui, mais si on sort un plastique recyclé, qui parfois vaut plus cher d'ailleurs, parce qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui ont fait le serment, je ne sais plus la pensée, je me demande si c'est pas L'Oréal qui a dit à tel horizon j'aurai 100% de plastique recyclé pour les shampoings, et ben, il va être obligé d'acheter du plastique recyclé plus cher que le plastique vierge. Et parce que les gens qui font le recyclage, ils ont compris qu'il n'y avait pas assez d'offres, et donc une offre très chère. Et ben, dans ce cas-là, de toute façon, il va falloir quand même protéger, et ce mécanisme est assez faire. Alors c'est vrai que ça fait faire monter le prix de certains biens. L'engrais, par exemple, va devenir plus cher, le ciment va devenir plus cher, mais un ciment, enfin, pour moi je pense, un ciment à 200 € la tonne n'est pas un problème pour la construction. Ça rajoute 1 000 € par maison, par appartement. Par rapport au coût de la décarbonation, c'est rien, quoi. C'est vertueux, ça permet, et je dirais même que ça permettra de relocaliser. Par exemple, la France importe 62 tiers, en fait. 3/4 de ses engrais en général, parce qu'il y a le phosphate, qu'on n'a pas en France, mais sur les engrais organiques, on importe 2 tiers. C'est quand même surréaliste que la France importe des engrais venant de Hollande ou d'Égypte. C'est surréaliste. Et si on se lance dans des engrais, entre guillemets, verts, parce qu'ils sont décarbonés de l'électrolyse, ben, il faut deux choses. On pourrait même, du coup, si il y a le CBAM qui se met en place, les agriculteurs allemands vont devoir aussi acheter un engrais plus décarboné. Et dans ce cas-là, la France pourrait devenir exportatrice, parce que les Allemands n'ont pas cette électricité nucléaire, ils sont juste bien placés parce qu'ils ont aujourd'hui, ils sont au bout du tuyau russe. Et on pourrait même recréer des emplois. Dans mon plan, j'ai une relocalisation de toute l'industrie des engrais, et même si nous on réduit les quantités d'engrais, on pourrait devenir la meilleure base de production d'engrais en France. Et création d'emplois dans la filière. Je ne prends pas de débat, elle peut être nucléaire, éolienne, voltaïque, je ne prends pas dans le débat. 10 terawatts, sur 10 terawattheures par an, il y a 10 milliards de production d'énergie. Je ne prends pas parti, parce qu'on a dit de ne pas prendre parti, mais bah, ça fait un semaine, 3. Merci pour vos exposés. Je comprends bien ce que vous dites, je suis spécialiste dans l'industrie, donc je comprends bien ce que vous dites, mais il y a un truc qui ne me va pas. On est dans le même paradigme socio-économique, où on imagine que ça va continuer comme avant. Une des premières façons de baisser notre impact en temps d'industrie, c'est de produire moins. Prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture, si elle fait 100 000, 200 000 km en Europe, c'est déjà énorme. Et après, on les refourgue en Afrique. Un camion, ça fait 1 million de kilomètres. Pourquoi une voiture, ça ne ferait pas 1 million de kilomètres? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de démonter des immeubles pour les remonter? Je ne comprends pas ça. Et donc, j'ai envie de vous poser une question qui est un peu d'urgence. C'est dans votre business model, dans votre business plan, là, vous avez prévu de fermer combien de cimenteries? Et comment vous envisagez le changement de votre business model? Alors, je vais répondre. Moi, dans le plan, ici, et je pense que c'est difficile de demander au cimentier, parce que lui, d'abord, il ne parle pas pour l'industrie, il va parler pour sa paroisse, et il peut gagner des parts de marché s'il décarbone plus vite que les autres. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, dans le plan là du shift, on divise par 2 le nombre de cimenteries en quantité. Ça ne va pas forcément plaire, mais je dis qu'aussi le ciment va valoir plus cher, et qu'en fait il y aura une montée en gamme de ciment, et là sur la filière,
et que je pense qu'il faudra notamment des techniciens beaucoup mieux formés dans les centrales à béton pour garantir un processus qualité qui va être beaucoup plus complexe, sans doute. Ce sera un outil beaucoup plus noble. Donc moi je prévois ça, mais je suis sûr que les cimentiers ne sont pas d'accord d'utiliser par deux quantité de ciment, même si on double le prix. Non, je ne vais pas donner de réponse sur le cimenterie qu'on va faire pas, mais il va y avoir des transformations, c'est clair. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une corrélation. Pourquoi est-ce qu'on produit du ciment et du béton? On a besoin de plus de logements. Et aujourd'hui, on ne construit que 3000 logements par an. Donc on est, du coup, après monter des prix, spéculation. Et ça, c'est simplement ici. Mais à l'échelle de la planète, on voit bien qu'il y a des dynamiques. La dynamique démographique, finalement, crée la dynamique de besoin de construction. Donc produire moins, oui, et si il y a moins de besoins. Aujourd'hui, il y a une demande de gens pour se loger. Donc ça, c'est un élément de réponse. Et quand je vous dis qu'ici, on réfléchit à diminuer, effectivement, il y aura moins de production de ciment. Il y a beaucoup de pays, les pays émergents. Là, on voit bien ce qui est en train de se construire. Il y a énormément de capacités de cimenterie qui sont en cours de construction parce que les besoins sont là. C'est quand même aussi le rôle de l'industriel de proposer autre chose que du ciment. Là, aujourd'hui, on est en train de fabriquer des cimenteries dans des pays qui, historiquement, n'avaient pas de ciment. Vous êtes à Terre-Plume, par exemple. On a quand même une responsabilité collective à faire les choses. En tant qu'industriel en politique. Donc on va aller faire des cimenteries, on va investir là-bas. C'est un peu révoltant, excusez-moi. Mais écoutez, ce débat il a eu lieu effectivement au XIXe siècle ici en France, où on avait une traduction de construction en pierre et en pisé, et on est passé au béton. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était mieux, mais aujourd'hui... C'est pas parce qu'on pensait que c'était mieux, c'est parce que c'était moins cher, et que ça correspondait à un besoin qui était démographique de croissance des villes, sur laquelle il a fallu répondre, et qui s'est accéléré surtout sur la première moitié du XXe siècle, parce que même à la fin du XIXe, c'est un temps encore... et quand vous voyez comment les bâtiments en pierre étaient construits, il y avait effectivement... Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est pas du tout aujourd'hui, même si on continue à avoir une filière pierre qu'on cherche à revaloriser, je vois par exemple en Orisay, on a une tradition de construction pierre, aujourd'hui on arrive à passer de la pierre, mais il faut, enfin, c'est sur les têtes, et après il y a une question de prix et de coût hein, qui est évident. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'accepter comme prix pour se loger. Le critère de choix entre le 19e et le 20e, et aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Non, aujourd'hui, la donne a changé, et quand vous dites, effectivement, il y a des endroits où il n'y avait pas de cimenterie, les cimenteries ont commencé à se développer en Europe et aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle. Il faut savoir que la consommation mondiale de ciment, elle était de 2 millions de tonnes à la fin du en 1870, hein, pour situer les choses. Aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards de tonnes, et sur ces 4 milliards de tonnes, 2 milliards de tonnes sont produits en Chine. Voilà, alors, et je suis d'accord avec vous, je ne suis pas sûr que l'urbanisme qu'on voit dans les villes chinoises nous fasse rêver. Excusez-moi, je crois qu'il reste encore 2 questions et on a 3 minutes et on doit vraiment partir à 40. J'en profite pour dire que pour ceux qui sont inscrits à la table ronde santé, il y a une erreur sur le programme sur internet, donc c'est pas dans la salle qui est indiquée, c'est à la salle Seguin. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à faire des questions très courtes. Merci pour les présentations et les échanges. Je voulais revenir sur, tout à l'heure vous avez exprimé sur les crédits carbone classiques, vous avez plutôt exprimé contre. Qu'est-ce que vous pensez dans le PTEF des initiatives de marché de carbone, crédit carbone volontaire, comme mis en place par le ministère, le label bas carbone, qui certifie les méthodologies autour des rénovations de bâtiments qui utilisent des matériaux biosourcés. Est-ce que ces initiatives de crédit carbone volontaire, ça ne permet pas d'encourager des technologies qui sont disponibles et les mettre sur le marché plus rapidement? Alors, je vais vous faire un aveu, je connais mal ce mécanisme de crédit carbone volontaire. J'en ai découvert un l'autre jour, parce que j'ai rencontré une start-up qui levait des fonds. Il m'arrive d'investir dans ce genre, à titre personnel, dans ce genre de green tech en général. Et j'ai découvert, par exemple, que la Commission européenne avait prévu un cas qui était de pouvoir acheter et geler les crédits carbone. C'est-à-dire que vous pourriez, alors non pas un temps particulier, mais c'est des opérateurs agréés, vous pouvez aller, alors pour être agréé, il faut quand même, je crois, pouvoir acheter 1000 tonnes
Ça vaut un petit peu d'argent quand même, il faut quand même mettre 50 000 euros ou 60 000 euros sur la table. Je ne sais pas si vous les avez, mais moi, je ne peux pas les dépenser en crédit carbone. Mais donc je peux les acheter et dire aux instances européennes, je les gèle. C'est-à-dire j'y renonce, je ne peux plus les vendre. Et ils sont gelés pour forever. Je ne connais pas votre crédit. Comment il fonctionne votre système? Vous pouvez le décrire? Le label bas carbone, ça a été mis en place en juin par le ministère de l'Environnement. Et ça, il certifie des méthodologies qui évaluent le ciment classique versus un nouveau ciment ou un nouveau matériau. Et ils évaluent à la tonne. C'est un label, mais est-ce que ça donne un. Ça certifie un crédit carbone et du coup, le chef de projet, le responsable du projet va pouvoir émettre des crédits carbone et vendre ces crédits carbone. Alors si c'est le cas, je suis assez contre. Parce que pour moi, ça permet de contrebalancer le coût de cette technologie qui est encore nouvelle et qui n'a pas encore de marché versus. Mais pour moi, c'est un effet totalement pervers. La norme est là pour résoudre le problème. Pour moi, c'est mon première action. Je vais aller le regarder parce que c'est intéressant. Et ma première action, c'est de dire tout ça. Je pense qu'il faut une norme performantielle. La RE, elle est là pour le faire, elle n'est pas parfaite. Et tout le monde, à l'échelle industrielle, et pas sur des petits coups à droite à gauche. Par exemple, Hoffman Cement, qui fait des ciments, par exemple, très décarbonés. Il est très courageux, je suis entièrement pour, je lui souhaite beaucoup de succès. Mais sa vérité, sa solution n'est pas possible à super grande échelle, parce qu'il utilise beaucoup de laitier, qui est en quantité de la soude aussi, et ce laitier est en quantité limitée, tout le monde veut l'acheter, donc tout le monde se prévaut du laitier dont on a parlé tout à l'heure. Donc que quelqu'un utilise ça pour un crédit carbone, alors qu'en fait ça va être du laitier ou dépend de quelqu'un d'autre, non, pour moi, il faut que des gens à grande échelle puissent faire ça. Et de toute façon, le promoteur aujourd'hui, je veux dire, il va développer en 2022, la norme, elle est facile à atteindre. Mais 2028, qui est demain, c'est un promoteur qui doit faire son bâtiment en 2028, il achète un terrain en 2022, ça va aller très vite. Pour moi, on n'a pas besoin de ça. Mais la RE 2020, elle s'appelle 2020, mais elle sort en 2022. Donc les normes, elles sont quand même repoussées par les. Oui, mais là, elle sort, ça y est. J'en parle parce qu'elle sort. Mais elle est en discussion depuis 10 ans, en fait. Mais du coup, ça prend du temps et il y a beaucoup de lobby là, dans ces. Ouais, mais cela dit, vous mettez les puces à l'oreille, je connais pas ce système, je vais le voir tout de suite. Dernière question, peut-être? Bonjour. Vous avez parlé du tiers qui allait être décarboné pour faire le bâtiment. Sur les deux autres tiers, je pense qu'il y a un axe majeur qui est le recyclage des bétons ou des ciments. Et il se pose la question, je pense, derrière de la qualité des ciments en termes de caractéristiques mécaniques, parce que souvent quand on recycle quelque chose, les caractéristiques mécaniques sont plus mauvaises. Est-ce que les cimentiers ont déjà commencé à penser à cette problématique, c'est-à-dire peut-être qu'il faudra vraiment bâtir des immeubles vraiment. Et justement, d'un point de vue normatif, est-ce que le recyclage commence déjà à être en compte pour proposer des bétons avec des caractéristiques mécaniques qui seraient inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui? Alors, bonne remarque. Les bétons utilisant des bétons recyclés, des granulats recyclés, c'est d'autres performances, c'est-à-dire qu'on va vers une complexification du chantier. Il y a des endroits où on pourra mettre des bétons avec des granulats recyclés. Et par contre, il y a d'autres endroits où il faudra garder, parce qu'il y a des performances techniques qui sont attendues, des bétons classiques. De même que, là, on n'est pas, ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas pour qu'on impose un ciment bas carbone ou un béton bas carbone sur un chantier. Je pense qu'il faut raisonner global, parce qu'il y a des moments où vous allez avoir besoin de performances mécaniques qui nécessiteront des bétons carbonés. Donc il faut raisonner globalement, et à la limite, si on utilise des bétons très carbonés, mais si on en met moins, ça peut être plus performant qu'un béton décarboné. Donc voilà, il faut raisonner global par rapport à l'ouvrage, et c'est ça qu'on pousse, et effectivement, il y a des études qui sont faites dans ce sens-là, mais ça veut dire que nos clients, dans la gestion des chantiers, ceux-ci deviennent plus complexes. Avant, on prenait un AC20 et on alimentait le chantier comme ça. Demain, vous allez avoir beaucoup de qualités, différentes qualités de béton, et donc il ne faut pas se tromper à l'endroit où vous voulez le béton. Et là aussi, derrière, il y a une traçabilité qu'on va demander, et cette traçabilité, elle sera en plus nécessaire parce qu'on envisage maintenant la déconstruction à la construction. Et en se disant, au moment où on déconstruit, qu'est-ce qu'on va prendre, où est-ce qu'on est? Il faut qu'on gagne du temps aussi sur des techniques de déconstruction, de démontage, de réutilisation.
parce que ça évolue. Et il y a aussi d'autres questions qui vont se poser, c'est que demain, peut-être qu'on va garder des structures, on va recycler et on travaillera sur les aspects, et on va de plus en plus travailler sur comment on conserve des structures. Et donc il y a toute une série de métiers qui sont en train d'apparaître sur l'analyse des bétons pour voir leur valeur, notamment en termes de résistance. Et puis j'avais aussi une remarque par rapport à la question précédente. Aujourd'hui aussi, on va vers des matériaux plus complexes. Donc plus complexes entre le recyclé et le non recyclé, et aussi entre le géosourcé et le biosourcé. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la tranche avec les isolants, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Par exemple, le chanvre est tout à fait intéressant sur ses capacités d'isolation dans la construction, mais on fait aussi des bétons de chanvre maintenant, des blocs de béton de chanvre. De même que là, on travaille sur des bétons de bois, c'est-à-dire on utilise à la place de granulats géosourcés, on va mettre des granulats de bois, des déchets de bois par exemple. Donc on voit bien qu'il y a toute une série de nouveaux matériaux qui sont en train d'apparaître sur le marché, mais avec des caractéristiques qui sont différentes, qui vont demander au bureau d'études beaucoup plus de compréhension et d'analyse de ce qui va dans les calculs, notamment dans les calculs d'empreinte carbone. J'ai trop parlé. Je suis attendu, on va devoir vous laisser. Je vous remercie beaucoup.